Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Voici les titres de ce lundi. Et à la une ce soir, l'émotion aux États-Unis après 2 fusillades qui ont fait 30 morts. Donald Trump a qualifié ces tueries de crimes contre l'humanité, mais le président américain ne remet pas en cause les armes. Page spéciale dès le début de ce journal. Au sommaire également, le chaos à Hong Kong, paralysé par une grève générale et de nouvelles manifestations. L'exécutif local pro-Pékin met en garde contre une escalade dangereuse. Analyse à suivre. L'Inde relance la bataille autour du Cachemire. New Delhi annonce la révocation de l'autonomie du territoire, jusque-là garantie par la constitution indienne. Le Pakistan, qui revendique la région, condamne cette décision qu'il juge illégale. Et puis dans ce journal de l'environnement, avec un début de semaine chargé, sommet des jeunes à Lausanne, réunion du GIEC, le groupe d'experts sur le climat. Et il y a urgence, le mois de juillet a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde. C'est la phrase du jour, notre pays doit condamner le suprémacisme blanc. Ce sont les mots de Donald Trump qui s'est exprimé au sujet des 2 fusillades qui ont fait 30 morts et plus de 60 blessés ce week-end aux États-Unis. L'auteur de la première fusillade à El Paso, ville à majorité hispanique, est suspecté d'avoir eu des motifs racistes. Et comme souvent, des voix s'élèvent pour appeler un contrôle renforcé des armes. On fait le point avec Fleur Martins. Depuis la Maison-Blanche, Donald Trump s'est exprimé pour la première fois après les fusillades qui ont endeuillé les États-Unis. Sans remettre en cause le port d'armes, le président américain s'est lancé dans une diatribe contre Internet. Il a insisté sur les efforts à faire pour améliorer la prise en charge des maladies mentales. Voilà le cœur du problème selon lui, et non les armes. D'une seule voix, nous devons condamner le racisme, le fanatisme et le suprémacisme blanc. Ces idéologies sinistres doivent être combattues. La haine n'a pas sa place aux États-Unis. Aujourd'hui, je demande au ministère de la Justice de proposer un projet de loi garantissant que les auteurs de ces tueries de masse soient punis par la peine de mort. Donald Trump a précisé que la sentence devait, dans pareil cas, s'effectuer rapidement. 30 personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessées lors de 2 fusillades intervenues à 13 heures d'intervalle ce week-end, l'une à El Paso dans le Texas, l'autre à Dayton dans l'Ohio. Jusqu'où ira la crise qui secoue Hong Kong? Paralysie du métro, grève générale. La mobilisation n'a pas faibli ce lundi dans la mégalopole. De nouveaux rassemblements étaient organisés. Ils ont donné lieu une nouvelle fois à des heurts avec la police. L'exécutif hongkongais, jugé trop proche de Pékin, a lui accusé les manifestants de vouloir renverser Hong Kong. Le récit de cette journée, signé Cécile Sauzet. Les manifestants d'un côté, les forces anti-émeutes de l'autre. Au milieu, le chaos dans les rues de Hong Kong. Des scènes devenues habituelles en 2 mois de contestation. Mais ce lundi, les anti-Pékin ont organisé une grève générale, la première depuis 50 ans. Plusieurs manifestations simultanées. Et sous terre, le métro d'ordinaire si performant est à l'arrêt. À l'heure de pointe, des militants se sont mis en travers des portes pour ralentir le trafic. Des images hautement symboliques dans l'un des poumons économiques de la Chine. En fin de matinée, la chef du gouvernement a accusé les contestataires de vouloir renverser Hong Kong complètement. Dans les aéroports, là aussi, la paralysie. Plus de 200 vols ont été annulés, faute de personnel suffisant. De son côté, le gouvernement chinois a annoncé qu'il donnerait une conférence de presse dès demain. Et pour aller plus loin ce soir, revenons sur les revendications de ce mouvement qui dépasse désormais largement l'abandon du projet de loi controversé qui autoriserait les extraditions vers la Chine. Pour en parler, Chloé Froissart, maître de conférence et sinologue à l'université Rennes 2. Chloé, merci d'être avec nous dans Euronews Soir. Alors, comme je le disais, ces revendications, elles ont évolué depuis le début du mouvement. Désormais, les manifestants demandent plus de démocratie et rejettent l'influence grandissante de la Chine. Absolument. Les manifestations sont parties au départ pour préserver l'autonomie judiciaire de Hong Kong par rapport à la Chine. Et aujourd'hui, les Hongkongais ont le sentiment que l'état de droit ne pourra pas être préservé à Hong Kong sans un progrès de la représentation politique, des réformes démocratiques bien plus profondes. Et certains même pensent que le développement de la démocratie à Hong Kong ne sera pas possible dans le cadre d'un pays de système.
Alors finalement, quelles sont aujourd'hui les options qui sont à la disposition des autorités chinoises pour faire face à ce mouvement ? Il n'y a pas beaucoup d'options outre l'intervention directe de l'armée, même si ça aura un coût extrêmement important pour Pékin, pour deux raisons. D'une part parce que Hong Kong est la seule ville en Chine par laquelle transitent les biens financiers et commerciaux venant de l'extérieur, et d'autre part parce que c'est un lieu où la haute classe dirigeante parvient à laver l'argent de la corruption. Donc, évidemment, Pékin est face à une décision extrêmement difficile. Néanmoins, comme il a été signalé à plusieurs reprises, ce qui primera, ce sera le maintien de l'ordre et de l'unité nationale, en dernier ressort. Une intervention de l'armée est donc, à mon avis, tout à fait probable. Merci beaucoup, Chloé Froissart, d'avoir été avec nous dans Euronews Soir. Merci à vous. C'est une autre zone de tension, et ce depuis plus de 70 ans. La bataille autour du Cachemire est relancée. Ce lundi, l'Inde a annoncé la fin de l'autonomie de la région très disputée du Jammu et Cachemire, jusque-là garantie par la Constitution. C'était une promesse de campagne, mais cette décision n'en reste pas moins explosive. Elle est jugée illégale par le Pakistan, qui revendique également la région. Les explications de Johan Jameto D'Angelo. New Delhi renforce encore un peu plus sa tutelle sur le Cachemire. Ce lundi, le gouvernement indien a annoncé devant les parlementaires la révocation de l'autonomie du Jammu et Cachemire, un État situé à la frontière du Pakistan et revendiqué par ce pays. Une décision qui ravive les tensions déjà très fortes dans cette région hautement militarisée. Les autorités ont déployé 80 000 forces paramilitaires supplémentaires dans la région. Tout est très confus. Depuis hier soir, les communications ont été coupées. Il est impossible de passer un appel ou d'en recevoir. On ne peut même pas informer nos familles. Sur Twitter, l'ancienne ministre en chef de l'État s'est insurgée contre la politique de New Delhi et contre l'oppression, dit-elle, d'une ampleur inimaginable. Comme d'autres responsables cachemiris, elle se retrouve aujourd'hui assignée à résidence par les autorités indiennes. Depuis 1989, le Cachemire indien est en proie à une rébellion séparatiste qui a fait plus de 70 000 morts, une insurrection à laquelle le gouvernement nationaliste de Narendra Modi s'est promis de mettre un terme. Les pays qui sont leurs amis ont trop honte d'être dans une coalition avec eux. C'est le tacle adressé par le chef de la diplomatie iranienne aux États-Unis. Mohammad Javad Zarif accuse Washington d'être incapable de mener une coalition internationale pour protéger les navires marchands dans le Golfe. Une idée qui avait été émise par les Américains après la saisie par les autorités iraniennes d'un navire battant pavillon britannique. Mais aujourd'hui, néanmoins, le Royaume-Uni a annoncé se joindre à cette mission américaine. Par ailleurs, Mohammad Javad Zarif a appelé les Européens à accélérer leurs efforts pour contourner les sanctions américaines après le retrait des États-Unis du traité sur le nucléaire iranien. Et puis, elle avait été diversement accueillie en France fin juillet. Greta Thunberg était à Lausanne, en Suisse, ce lundi. L'activiste pour l'environnement assistait à l'ouverture du sommet des jeunes sur le climat, alors que dans le même temps, le GIEC, groupe d'experts du climat, se réunit à Genève pour approuver un nouveau rapport qui portera sur la désertification, la dégradation des terres et la sécurité alimentaire. Et justement, Greta Thunberg s'est exprimée lors de ce sommet au sujet des records de température atteints en juillet. C'était tout simplement le mois le plus chaud jamais enregistré. Les détails avec Stéphane Amalian. Le mois de juillet 2019, marqué par une canicule exceptionnelle en Europe, a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde. D'après le programme européen de surveillance de la Terre Copernicus, ce mois de juillet a été un peu plus chaud que celui de 2016. Outre des températures caniculaires en Europe occidentale, le cercle polaire arctique a connu une vague de chaleur sans précédent. Ces températures devraient sans cesse augmenter compte tenu des émissions de gaz à effet de serre. Des records de chaleur devraient être battus dans les prochaines années. Dans ce contexte, un sommet des jeunes sur le climat a été organisé autour de la jeune activiste Greta Thunberg en Suisse. Des discussions sont menées pour évoquer les moyens de limiter le réchauffement climatique. Une conférence de l'ONU aura lieu en septembre sur le sujet. C'est une excellente occasion pour les dirigeants du monde de montrer qu'ils nous ont réellement écoutés, ainsi que les scientifiques, parce qu'ils disent qu'ils comprennent et qu'ils écoutent,
Ils devront maintenant le prouver. Selon Copernicus, la température du mois de juillet 2019 a été plus élevée de 0,56 degrés que la moyenne de la période 1981-2000. Eux, justement, vont avoir la chance de survoler cette planète. 2 aviateurs britanniques ont décollé aujourd'hui du sud de l'Angleterre pour tenter de réaliser le premier tour du monde à bord d'un Spitfire, un modèle qui date de la Seconde Guerre mondiale. Rares sont ceux encore en état de voler, mais celui-ci compte parcourir près de 50 000 km à travers le monde. Stéphane Amalian nous embarque à bord. 2 pilotes britanniques vont faire le tour du monde à bord d'un Spitfire de la Seconde Guerre mondiale. Un exploit sans précédent. L'avion, récemment remis à neuf, est impeccable et prêt à décoller aujourd'hui à Goodwood, dans le comté anglais du Sussex de l'Ouest. Steve Boultby-Brooks, l'un des pilotes, nous raconte l'histoire fascinante de cet appareil. C'est un Spitfire original de 1943 qui a volé 51 fois pendant la guerre et qui était toujours en état à la fin de la guerre. Il a vécu dans un musée pendant la plus grande partie de sa vie. Il y a 2 ans et demi, avec nos partenaires d'International Watch, nous avons démonté chaque pièce, 80 000 rivets, et nous l'avons reconstruit dans son intégralité. Il n'est pas conçu pour les vols longs. Nous avons dû changer beaucoup de choses sur l'avion. Nous avons quelques réservoirs de carburant supplémentaires. L'autonomie est maintenant de 1600 km contre 500 km initialement. Il y a beaucoup de difficultés. J'espère que nous avons pensé à tout. En général, les problèmes tombent toujours sur la seule chose qu'on a oubliée. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir choisi Euronews. L'information continue tout de suite. Pour ma part, je vous retrouve demain à 20 h. Passez une excellente soirée.